Beauté, Amos, Otep, Djambo à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs, mes anodermes. J'espère que vous allez bien. Je nous vois à vous tous. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, nous allons commencer la séance de lecture, notamment sur le livre Idealismus Pratique de Kalergi. Kalergi, pour savoir qui il est pour les nouveaux arrivants de la podcast channel, je vous invite à revoir évidemment la biographie de Kalergi que vous voyez là évidemment en affiche où je vous décris brièvement le personnage. Son histoire est très complexe, c'est pour ça que je ne suis pas allée trop en détail, mais c'est juste pour vous montrer un peu les idées de ce personnage qui est volontairement caché de la scène locodermique. Ici, évidemment, sur cette séance podcast, comme toutes les autres séances podcast, je vais vous rappeler, pour les nouveaux arrivants, c'est très important, l'objectif de la podcast channel. De 1, ici, nous lisons les livres des locodermes qui explicitent comment est-ce qu'ils ont instrumentalisé le peuple mélanoderme. Les techniques qu'ils ont utilisées et qu'ils utiliseront encore dans le futur, qui vont métastaser. Et évidemment, les ambitions pour lesquelles ils le font, les idéologies qui les ont menés à le faire et le pourquoi de la pérennité et le pourquoi de la volonté de faire ce système. Beaucoup me diront que ce sont les histoires des oligarches. Ce n'est pas une histoire d'oligarches. Je vous rappelle que c'est une histoire de phénotype. Je vous ai dit que de base, le phénotype de Codermique ne supporte pas les autres phénotypes de la Terre. Et encore, si c'est ce groupe d'oligarches aujourd'hui qui a pris le pouvoir, si ce n'était pas eux, ça va être d'autres types locodermiques, donc d'autres types de personnes locodermes, ainsi de suite. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas une histoire d'oligarches et de prolétaires. Déjà, à la base, ils étaient tous au même niveau. Et après, d'autres ont été un peu plus rusés que d'autres et d'autres ont pu saisir leur temps comparé à d'autres groupes, à d'autres familles et ils ont pu monter. Et les autres qui sont aujourd'hui les prolétaires, ils ont baissé. Et entre-temps, il ne faut pas oublier que c'est un système de lutte sans cesse de cannibales et de chiens errants dont ils sont prêts à s'entretuer entre eux pour monter en grade et donc faire réduire et donc détruire, même tuer leurs propres frères. C'est comme ça que le système fonctionne. Donc, moi, je ne suis pas là pour jouer les partisans des locodermes. Ici, il n'y en a pas des partisans des locodermes. Les locodermes ont eux-mêmes cherché leur embrouille depuis la nuit des temps. On ne les a pas invités chez nous. Ils sont venus, après ils sont venus raconter qu'ils nous ont découvert. Donc, on va raconter l'histoire du locoderme comme il se doit. Et on va dire des mots crus comme il se doit. Donc, en première partie, c'est cela. En deuxième partie, comme vous l'avez remarqué, on a déjà commencé un moment avec Cheikh Anta Diop. Nous lirons et nous lisons même déjà les livres de nos frères qui explicitent la même chose, mais avec un peu plus de poigne, avec un peu plus d'objectivité très profonde, avec des mots extrêmement profonds, bien plus profonds que la locodermie, parce que beaucoup d'entre nos frères, beaucoup d'entre eux qui ont écrit ces livres de comment est-ce que le locoderme instrumentalise particulièrement l'homme noir, la femme noire, l'enfant noir, il les explique parce que beaucoup ont vécu durant ce système-là. Beaucoup ont vu comment ça se passe. Beaucoup l'ont même expérimenté sur leur propre chair, homme comme femme. Et donc, ils sont même à même d'expliquer comment est-ce que leur cerveau, à un moment, a été embrouillé. En ce qui concerne la vision de la métissagerie, parce que pour ceux qui ont déjà vu, évidemment, qui ont déjà suivi la biographie que j'ai faite sur Kalergi, il y a d'autres écrivains mélanodermes qui ont été des métisseurs, évidemment, et qui peuvent encore mieux exprimer leur embrouille, c'est-à-dire le fait qu'ils ont été totalement lobotomisés par la locodermie, et donc trouvent également à l'intérieur de leur propre livre les raisons qui les ont menés là et les solutions pour éviter à ce que d'autres hommes mélanodermes, autres femmes mélanodermes et des enfants mélanodermes ne tombent dans ce système de manipulation et d'ostracisation de la femme et de l'homme et l'enfant noir. Donc, nous avons évidemment avec eux, c'est ça la particularité de nos auteurs mélanodermiques et c'est pour ça que je vous invite à lire le livre, c'est que ces personnes expliquent évidemment le travers, donc les raisons pour lesquelles nous sommes arrivés à ce niveau-là et les solutions pour sortir de cela. Donc, si vous voulez des solutions pour sortir du système locodermique, vous n'êtes pas obligé d'aller voir des vidéos, des trucs des locodermes parce que personnellement, le locoderme, ce n'est pas vraiment des solutions réelles et c'est surtout des solutions tellement hypocrites qui vont vous donner. Prenez les solutions que nous donnent nos frères et sœurs mélanodermes et surtout
évaluez-les encore plus, allez encore au-delà de ce qu'ils vont vous montrer, de tout ce qu'ils vont vous donner, et ne restez pas stagné sur leur propre dire. Comme j'ai dit, la particularité de l'homme et la femme noire, l'enfant noir, c'est qu'ils vont très très loin lorsqu'ils sont vraiment à fond dans une recherche. Ok, donc aujourd'hui nous allons lire Idealismus pratique, idéalisme pratique de Udenove Kalagi, évidemment, qui est un enfant moitié autrichien, moitié japonais. Et donc, c'est un livre qui a été fait en 1925 donc, par l'édition Pan-Européa Vienne Leipzig. Et donc, qui a été copié, voilà, toujours dans la même année de 1925. Les 3 points de ce livre sont noblesse technique et pacifisme. Évidemment, vous allez comprendre qu'il n'y a rien de pacifique dedans. La traduction en français a été faite en 2014 par Adeline Gasnier. Beaucoup disent toujours que Hitler a été... je sais, pour beaucoup, ils vont trouver ça assez étrange. Pour moi, Hitler, je trouve qu'il a été le bon pion qui a été utilisé au bon moment et qui, évidemment, a servi de bouclier pour cacher, évidemment, tous les autres psychopathes qui ont été placés là. Kalagi a eu des idées, je dirais, encore plus obscures que Hitler. Hitler, ça se voyait que c'était un frustré, qui avait besoin d'évacuer sa frustration. Et le malheur de Hitler, la raison pour laquelle Hitler a commencé à être détesté, parce que, pourquoi je parle de Hitler? Parce que Hitler était également un Autrichien comme Kalagi. Je ne sais pas trop ce qu'il y a en Autriche, mais bon, on va tous savoir un jour. Donc, le problème de Hitler a commencé au moment où ce dernier, il a commencé à tuer des leucodermes. Tant qu'il ne touchait pas la leucodermie, tout ce qui se passait pour les Européens, type caucasiens, c'était pas un problème. Donc, vous pouvez tuer tous les noirs de la planète. Tant qu'il ne touchait pas à ce qu'il n'y avait pas touché, tout le monde trouvait le nazisme complètement merveilleux. Il ne faut pas se mentir, je vous invite à lire Aimé Césaire ou j'invite à lire d'autres livres. C'était merveilleux. Le problème de Hitler, ce qui a fait en sorte qu'on le mette en tête d'affiche alors qu'il y avait des personnes comme Kalagi, c'était tout bonnement parce qu'il a commencé à tuer des leucodermes. Donc je vous invite à partager, à liker, à partager le podcast channel et nous allons commencer tout de suite à faire la lecture de sa préface. C'est très important de lire sa préface. Je trouve que c'est le point le plus important. Il faut comprendre que la préface, il l'a écrit après avoir rédigé l'ensemble des textes de ce livre. Pourquoi? Parce que cette préface résume de façon bien détaillée, de façon explicite, de façon profonde en fait, l'ensemble du livre. Et donc, n'hésitez pas, je rappelle, à liker, à partager cette podcast channel à vos frères, à vos soeurs, à vos cousines, à vos tantes, à vos meilleurs amis, à tout le monde noir nécessaire, à vos frères et soeurs du village, à tout ce que vous voulez. C'est très important de partager ce podcast channel. Donc, merci encore à vous et à vous tous. Ouvrez bien vos oreilles. Nous allons commencer. Avant-propos. L'idéalisme pratique est un héroïsme. Le matérialisme pratique est un démonisme. Celui qui ne croit pas en un idéal n'a aucune raison d'agir idéalement, de se battre ou de souffrir pour un idéal. En effet, il ne connaît et ne reconnaît qu'une seule valeur, le plaisir, lust, désir, envie, et qu'un seul mal, la douleur. L'héroïsme suppose la croyance, Glauben, foi, et l'adhésion à un idéal, c'est-à-dire la conviction qu'il y a de plus grande valeur que le plaisir et de plus grands maux que la douleur. Cette opposition se trouve à travers toute l'histoire de l'humanité. C'est l'opposition entre les épicuriens et les stoïciens. Cette opposition est bien plus profonde que celle qui existe entre les théistes et les athées. Car il y a des épicuriens qui ont cru en des dieux, comme Épicure lui-même, et il y a des idéalistes qui ont été athées comme Bouddha. Il ne s'agit donc pas ici de la croyance en des dieux, mais plutôt de la croyance en des valeurs. Le matérialisme est sans présupposé, mais aussi sans imagination, fantasilose, ni créativité. L'idéalisme est toujours problématique et se tisse souvent de non-sens et de l'absurdité. C'est pourquoi l'humanité lui doit ses plus grandes œuvres et actions tâtaines. L'héroïsme est une aristocratie de la mentalité. L'héroïsme est autant apparenté à l'idéal aristocratique
que le matérialisme l'est avec l'idéal démocratique. La démocratie croit bien plus en le nombre qu'en la valeur, en la chance, Glück, qu'en la grandeur. C'est pourquoi la démocratie politique ne peut devenir féconde et créatrice que si elle démolit la pseudo-démocratie du nom et de l'or, pour à sa place donner naissance à une aristocratie de l'esprit et de la mentalité éternellement renouvelée. Le sens ultime de la démocratie politique est donc une aristocratie de l'esprit. Elle veut créer la puissance des matérialistes, la puissance des idéalistes. Le leader, Führer, guide, chef, doit prendre la place du dominant. Er cherche. Le sens Sinn, le plus noble, la place du nom le plus noble, le cœur le plus riche, la place de la bourse la plus riche. Voilà le sens du développement qui se nomme démocratique. Tout autre sens serait un suicide de la culture. Ce n'est donc pas par hasard si Platon était en même temps le prophète de l'aristocratie spirituelle et de l'économie socialiste, ainsi que le père de la vision du monde, Weltanschauung, idéaliste. Car en effet, ces deux-là, aristocratie et socialisme, sont d'un idéalisme pratique. L'idéalisme ascétique du Sud s'est manifesté en tant que religion, l'idéalisme héroïque du Nord en tant que technique. En effet, la nature était au Nord un défi adressé aux humains. Les autres peuplades se sont soumises. L'Européen s'est emparé de ce défi et a lutté. Il a lutté jusqu'à ce qu'il soit suffisamment fort, stark, pour soumettre la terre. Il a lutté jusqu'à contraindre à son sens la nature même qu'il avait édifiée, qu'il avait défiée. Cette lutte a exigé l'héroïsme, a engendré l'héroïsme. Le héros est ainsi devenu en Europe ce que le saint était en Asie. Et la vénération des héros est venue s'ajouter à la vénération des saints. L'idéal actif s'est substitué au contemplatif et le fait de se battre pour un idéal plutôt que de souffrir pour lui est devenu quelque chose de plus grand. C'est à partir des temps modernes, Northside, nouveau temps, que l'Europe a commencé pour la première fois à saisir pleinement le sens de cette mission mondiale héroïque. Car c'est avec le temps moderne que commence la première fois son âge technique, sa guerre de libération contre l'hiver. Cet âge technique est en même temps l'âge du travail. Le travailleur est le héros de notre temps. Son opposé n'est pas le bourgeois, burger, citadin, citoyen, mais plutôt le parasite. Le but du travailleur est d'agir, celui du parasite est de profiter. Genießen. C'est pourquoi la technique est l'héroïsme des temps modernes et le travailleur est un idéaliste pratique. Le problème politique et social du XXe siècle est celui-ci. 2 points. Rattraper le progrès technique du XIXe siècle. Cette exigence de notre temps est rendue d'autant plus difficile que le développement de la technique s'accomplit sans pause à un rythme de plus en plus rapide par rapport au développement des humains et de l'humanité. Ce danger peut être contourné de 2 façons. Ou bien l'humanité ralentit le progrès technique, ou bien elle accélère le progrès social. Sinon, elle perd son équilibre et se renverse. La guerre mondiale était un avertissement. La technique place donc les humains devant une alternative. Le suicide ou l'entente. Verständigung. C'est pourquoi le développement du monde dans les décennies à venir sera sans précédent. Le déséquilibre actuel dans l'organisation technique et sociale conduira soit à une catastrophe destructive, soit à un progrès politique qui laissera derrière lui tous les modèles Vorbilder historiques en termes de rapidité et de précision et qui ouvrira une nouvelle page de l'histoire humaine. Comme la technique ouvre de nouvelles voies à l'impact Strauss-Kraft, l'humain et à l'héroïsme, la guerre commence à jouer son rôle historique dans la conscience de l'humanité. Son héritier est le travail. Un jour, l'humanité s'organisera pour unanimement arracher à la terre ce qu'elle lui soustrait encore à l'heure actuelle. Dès que cette compréhension sera atteinte, toute guerre deviendra une guerre civile et tout meurtre un meurtre.
Alors, l'âge de la guerre paraîtra barbare, tout comme l'âge du cannibalisme aujourd'hui. Ce développement se produira si nous croyons et si nous nous battons pour lui, si nous ne sommes ni trop court-termistes psychiques, au point de perdre de vue les grandes lignes du développement, ni trop long-termistes, au point de ne pas voir les chemins et les obstacles pratiques. Cela même qui se dresse entre nous et nos buts, c'est-à-dire si nous sommes suffisamment lucides et si nous allons à la connaissance claire des luttes et des difficultés imminentes avec la volonté héroïque de les dépasser, ce n'est que cet optimisme du vouloir qui complétera et vaincra le pessimisme de la connaissance. Au lieu de demeurer dans la chaîne inactuelle du présent et de rêver sans rien faire des meilleures possibilités, nous voulons prendre ainsi part active au développement du monde à travers un idéalisme pratique. Vienne, novembre 1925. J'espère que vous avez apprécié la lecture, évidemment, de cet avant-propos que moi je trouve fascinamment intéressante. Il y a des points là qui sont très cruciaux à mémoriser. Nous allons essayer d'écrire cet avant-propos et après nous allons passer évidemment à la première partie qui s'appelle La noblesse, qui a été rédigée en 1920. Comme vous avez compris, on est à partir des années 1900. Et évidemment, vous savez tous qu'en 1914, il y avait eu la Première Guerre mondiale, qui est assez claire sur la barbarie de la volonté de Kodermik. Je vous rappelle encore que la Première Guerre mondiale, c'est une histoire de famille qui aurait pu je le répète encore avant de finir ce podcast, qui aurait pu se régler en famille, à décider, parce que les gens trouvaient l'intérêt à la rendre mondiale. C'est-à-dire, ils ont rendu un problème qui aurait pu être réglé dans un consortium de Kodermik familial, des familles de Kodermik en paix. Ils ont transformé tout cela en une guerre où des gens meurent par milliers, par pur plaisir, des malades mentaux, psychopathes, le Kodermik capitaliste, qui ont eux-mêmes créé le capitalisme, d'eux-mêmes, pas eux-mêmes. Et donc, nous avons vu la barbarie, la sauvagerie de cette sphère capitalisme qui part de plus en plus dans son tournant le plus pervers et qui continue toujours et qui a trouvé son expansion dans la traite négrière. Mais le capitalisme n'est pas né de façon anodine. Elle est née en même temps que la haine du mélanoderme. Et donc le capitalisme, le départ de ce point, c'est la haine du noir. C'est la haine de vous, c'est la haine de moi, c'est la haine de nos enfants. C'est pour ça que l'objectif de cette podcast channel, c'est après de créer un système de défense pour faire en sorte que nos enfants noirs, pour ceux qui veulent vraiment avoir des enfants noirs, parce que les enfants moitié noirs, j'ai envie de dire, les enfants qui seront en tendance leucodermique ne pourront pas totalement vous protéger, sauf si ils ont une éducation nécessaire. C'est très dangereux. Il faut savoir que dans les couples mixtés, le père qui est leucoderme ou la mère qui est leucoderme aimerait aussi donner à son enfant les cultures de sa provenance à lui. Donc ce n'est pas aussi simple que ça de dire que mon enfant est noir et tout. Tout part aussi de la volonté de l'autre parent qui n'est pas mélanoderme. Faites des choix assez intelligents parce que tout est lié déjà dans cet avant-propos. Tout est lié, tout est explicatif et tout est assez profond. Donc, relisez ce passage ou réécoutez-le pour ceux qui n'ont pas pu télécharger le livre. Évidemment, je sais que ça peut être dégoûtant de lire ce type de livres, surtout des leucodermes, psychopathes, malades mentaux qui vont pas très bien, mais c'est très important. N'hésitez pas à liker, à partager massivement ce podcast channel. Je vous remercie. Bibala.